Julien, c'est un 100%. Donc, quand il m'a proposé de faire ce petit voyage à vélo, il m'a tout de suite dit, viens, on part et on traverse un continent en entier, quoi. Et, et moi, je suis la copine sympa et tu vois, qui est emballée partout. Du coup, j'ai dit OK. Et en fait, on s'est pas vraiment posé la question et on s'est pas vraiment entraîné non plus. Et quand j'ai vu les athlètes rouler au lever du soleil sur les dunes des Bardenas, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça en fait. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. J'adore recevoir sur le podcast des voyageurs au long cours. Ce sont systématiquement des échanges fascinants, d'aventures et de découvertes, et en même temps, dès qu'on commence à se projeter dans ce type de projet, en tout cas pour moi, eh bien ça réveille généralement toutes les peurs qui nous retiennent dans notre quotidien. Comment oser se lancer pour une durée très longue, voire indéterminée, dans un voyage qui nous mènera on ne sait pas vraiment où? Comment accepter de renoncer à la stabilité financière d'un emploi salarié? Comment va se passer la vie en solo ou au contraire, à 24 heures sur 24? Marie-Liesse et Julien sont partis le 15 juin 2024 de Calgary au Canada pour traverser les Amériques à vélo, du nord au sud. Leur objectif est de rouler au maximum sur les routes off-road afin de parcourir les endroits les moins fréquentés. Dans cet épisode, on parle de rencontres mémorables, de traversées de désert par 53 degrés, de vélos de plus de 50 kilos, de narcotrafiquants et surtout d'une aventure humaine terriblement inspirante. Excellente écoute à vous les frappés. On a hâte et on est trop contents. Voilà. Ouais. Ah, excellent. Parce que du coup, quand vous m'aviez contacté, vous me disiez que vous écoutez le podcast et depuis que vous avez commencé à rouler, je sais pas combien d'heures par jour que vous commencez à l'écouter du coup. Non, moi je l'écoutais un peu avant parce que je faisais des courses d'ultra et du coup ça m'a aidé pour avoir des petits inputs de gens qui ont déjà fait des courses ou qui ont déjà eu des expériences un peu comme ça. Excellent. Super. Donc ça, c'est quand vous étiez encore à Paris? C'est ça. Ouais. Et après, on s'est mis à l'écouter ensemble, pour le coup. Et là, c'est pendant nos longues journées de balade. Trop bien. Trop bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, Marie-Liesse et Julien, je suis absolument ravi de vous recevoir au micro des Frappés. En plus, pour votre premier podcast où vous êtes les invités, donc c'est juste génial. Bienvenue à tous les deux en direct du Mexique alors. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Loïc. On est trop contents d'être avec toi aujourd'hui. Là, on est au Mexique. On s'est arrêté pour un petit mois pour se reposer. Je pense qu'on aura l'occasion de dérouler un petit peu tout le chemin qu'on a pu faire depuis 8 mois qui nous a emmenés jusqu'ici. Trop bien. Et donc, vous êtes où au Mexique, par curiosité? Et là, on est à Ciudad de México. Donc, Mexico City, la capitale. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ok, ouais, oui, forcément. En espagnol, c'est ok. J'ai la carte sous les yeux, j'ai Max sous les yeux en même temps. Et je me dis, Ciudad de México, ok. Moi, je vois Mexico City, mais c'est pas ça. Mais en fait, si, c'est ça. On est devenu méga bilingue. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous expliquer dans les grandes lignes ce que le projet de dingue dans lequel vous êtes lancé, ce que vous êtes en train de faire actuellement là. Ça consiste en quoi ? Écoute, en fait, c'est assez marrant comme projet. Comment il est né? Si tu veux un peu, on peut te faire le avant. Donc moi, avant de rencontrer Julien, je faisais pas du tout de vélo. J'avais un rapport au vélo qui était plutôt de l'ordre du moyen de locomotion, si tu veux, parce que j'habitais à la campagne et du coup, si je voulais me déplacer, c'était exclusivement grâce au vélo. Et donc, ça n'a jamais été un plaisir. C'était vraiment du pratico-pratique pour me déplacer, quoi. Yes. Et du coup, de mon côté, moi, j'ai plus eu l'approche, on va dire, sportive et performance.
Je me suis mis au vélo grâce à mon travail. J'ai découvert le gravel grâce à mon travail lors d'un tournage pour une pub Hutchinson. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une marque de pneus française. Ah mais carrément, marque de pneus française. Et alors je sais pas si c'est vrai, mais je parlais il y a pas longtemps avec un gars qui a un atelier de vélo à Aix spécial. Enfin bon bref, un atelier de vélo à Aix et qui m'expliquait qu'apparemment il y a 3 grands fabricants de pneus dans le monde. Panaracer, Hutchinson et l'autre je me rappelle plus. Mais oui, donc Hutchinson qui est français et qui produit en partie toujours en France, il me semble. Ouais, il y a une très grosse partie de la production qui est à côté de Montargis. Ok, excellent. Ah donc toi tu travailles dans le vélo par contre du coup. Tu t'es mis avec le gravel, mais tu travaillais quand même dans l'univers avant ça. Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais cofondé une agence de design graphique et de publicité avec un ami il y a une dizaine d'années. Ok. Et on a eu la chance de décrocher un contrat avec Hutchinson. D'accord. Et en fait, on est parti en Espagne pour le tournage dans le désert des Bardenas, juste avant le Covid. Et quand j'ai vu les athlètes rouler au lever du soleil sur les dunes des Bardenas, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça, en fait. Excellent. Et donc, tu l'as intégré, comment est-ce que le vélo, enfin, quelle place a pris le vélo dans ta vie? Est-ce que ça a été purement, comme tu disais, préparation physique pour tes ultras au début ou déjà dès l'initiation de petites aventures, de petits trips à vélo? Non, j'ai vraiment commencé avec l'ultra. En fait, j'ai acheté le vélo. Justement, j'ai demandé à un des athlètes avec qui on avait tourné s'il pouvait me conseiller un vélo. Et je l'ai acheté pendant le Covid. Je l'ai reçu pendant le Covid. Et comme j'habitais à côté de l'hippodrome de Longchamp, je faisais des tours, voilà, comme un hamster avec les autres pendant l'heure de sortie autorisée. Et en me baladant sur Instagram, une fois, j'ai eu une pub pour la Race Around Rwanda, donc un ultra de 1000 km en Afrique. Et je me suis inscrit, alors que j'avais aucune expérience. Classique. Ouais, classique. Ouais. D'accord, donc quand tu disais ultra, je suis un peu matrixé ultra trail, moi, depuis quelques temps. Donc c'était ultra à vélo, en fait, c'est ça? Ouais, ultra distance à vélo, ouais. D'accord, ok. Je pensais que c'était ultra trail et que du coup, en complément de tout ça, tu avais dans ta prépa intégré du vélo, puis que ça avait évolué vers que du vélo. Mais ok, non, c'était de l'ultra distance à vélo. Ouais. Ok, c'est ça. Et très bien. Coup, et donc, toi, Marie-Lise, tu disais initialement, c'était plutôt voilà, un mode de locomotion plus qu'une passion dévorante. Mais à quel moment est-ce que déjà par curiosité, comment vous vous êtes rencontrés et à quel moment est-ce que le vélo est arrivé, le vélo et les aventures à vélo sont arrivés sur la table? C'est une super question. On s'est rencontrés au travail. On travaillait pas pour la même boîte, mais dans le même espace de coworking. Et on s'est mis ensemble, voilà, à force de se croiser à la machine à café. L'histoire est née un peu, voilà, grâce au café. Et moi, vraiment, mon rapport au vélo, avant que Julien ne m'appelle et me fasse cette fameuse proposition de partir pour un tour du monde, il était vraiment proche de zéro. Je vivais un peu par procuration, si tu veux, le vélo grâce aux aventures de Julien. J'étais devenue une dot watcheuse, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Je regardais les petits points de Julien avancer sur les cartes. Donc quand il y a des grosses courses de vélo, on peut suivre les athlètes donc grâce à des petits points sur une map. Donc voilà, moi j'étais trop fière de dire que j'étais la copine de l'athlète numéro 2882, tu vois. Et un jour, Julien, toi t'es parti donc en Colombie. Ouais, moi je suis parti en Colombie à la base pour essayer de développer justement mon entreprise là-bas. Et comment ça a commencé? En fait, j'ai mon père qui m'a envoyé un message pendant que j'étais au travail et qui m'a dit sur WhatsApp qui a fait une conversation groupée avec mon frère et qui nous a dit les gars, il faut que je vous parle, est-ce qu'on peut s'appeler? Donc connaissant mon père, je savais qu'il y avait un petit problème. Et donc en gros, on fait l'appel et il nous annonce qu'il a un cancer. Heureusement, c'est un cancer qui se guérit, donc tout va bien aujourd'hui. Mais sur le coup, c'est toujours un peu compliqué d'entendre son père dire qu'il a un cancer et que c'est pas le papa immortel et invincible qu'on peut imaginer. Mmh. Et à partir de là, en fait, quand j'étais en Colombie, moi, j'avais ramené mon vélo et je m'entraînais tous les week-ends. J'allais faire des petits parcours à droite à gauche. Et en haut d'une montée, j'ai rencontré un Israélien
qui avait un vélo avec des énormes sacoches. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille parler à ce gars-là parce que moi, vraiment, mon rapport au vélo, c'était la performance, le vélo le plus léger. Et là, je vois un mec à l'opposé de moi qui a peut-être un vélo de 60 kilos et qui vient de monter le même col que moi. Donc, on commence à discuter. En fait, il me raconte son voyage. Et je lui dis, non, mais attends, mais viens dormir à la maison. Moi, j'ai un appart, je peux t'héberger pendant 3-4 jours si tu as besoin. Et tout a commencé comme ça. En fait, il m'a raconté qu'il était parti d'Alaska et qu'il allait arriver jusqu'en Patagonie. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Toutes les étoiles se sont alignées, tous les signes sont apparus. Et j'ai décidé d'appeler Marie-Lise pour lui dire, bon, est-ce que ça te tente de faire la même aventure que lui? Et puis c'était parti. Et du coup, moi, j'avais pas de vélo et j'ai dit oui, en me disant que ça allait être une super idée. Et du coup, quand Julien est rentré, donc quelques mois après de Colombie, là, on a commencé à faire du vélo ensemble, mais c'était plutôt de l'apéro vélo. Tu vois, c'était des rencontres avec d'autres gens qui font du vélo à Paris. Donc il y avait 2 teams, il y avait les rookies. Je sais pas si tu connais Johan et Yann, pardon, Yann et Taubert. Et la team Charbon avec qui on a fait énormément de choses. Je me suis inscrite pour faire mon premier Mont Ventoux avec eux, donc à l'occasion de l'événement le Mont Ventoust, qui fait la promotion du vélo féminin. Et tu vois, cette épreuve, j'ai reçu mon vélo 1 mois avant de monter le Ventoux et on a monté le Ventoux en 3 heures. Ouais. Avec des pneus de 3 pouces. Dans des pneus de tracteur. On est les tracteurs pour les copains parisiens. Énorme, ok. J'adore ce genre d'histoire. Tu vois, recevoir le vélo limite la veille de l'épreuve ou ce genre de choses, c'est incroyable, c'est fascinant. C'est ça. Ok, et donc là, donc quand tu dis que attends, pardon, j'ai ma carte qui s'est déplacée, du coup, je suis plus au-dessus du Mexique. Voilà, je suis nouveau au-dessus du Mexique. Julien, donc toi, au moment où tu rentres à Paris, à ce moment-là, c'est clair pour vous que vous souhaitez vous lancer sur un projet plutôt dans le long, d'envergure, où initialement, l'idée, c'était plus de dire, voilà, on veut faire des aventures à vélo ensemble, mais vous n'avez pas forcément imaginé que ça allait ressembler à une traversée des Amériques. Vas-y. En fait, c'est marrant parce que Julien, c'est un 100%. Donc, il fait jamais tout à moitié. Donc, quand il m'a proposé de faire ce petit voyage à vélo, il m'a tout de suite dit, viens, on part et on traverse un continent en entier, quoi. Et, ouais, et moi, tant qu'à faire. Oui, c'est ça, tant qu'à faire. Et moi, je suis la copine sympa et tu vois, qui est emballée partout. Du coup, j'ai dit OK. Et en fait, on s'est pas vraiment posé la question et on s'est pas vraiment entraîné non plus. Donc, c'est un peu comme pour le départ du Mont Ventoux. Là, le départ de notre voyage, on s'était pas spécialement entraîné. On a dû monter la tente une fois dans la forêt de Fontainebleau. On a fait 1 semaine de plus ou moins itinérance avec des amis toulousains, mais c'était plus pour faire un tour de la gastronomie avéronaise. Donc, tu vois, niveau... on se donne à fond, mais on se prépare pas nécessairement énormément avant. On croit en notre bonne étoile et en notre capacité à faire les choses petit à petit, quoi. Ouais. J'avais eu un invité qui s'appelle Adrien Charles, super sympa. Salut Adrien, si tu nous écoutes, qui habite maintenant du côté d'Annecy et qui était parti faire un tour d'Europe pour mettre en avant le sujet de l'autisme. Et de mémoire, il avait fait, alors je sais plus si c'est 12 ou 14 000 kilomètres, mais c'était quand même assez conséquent, assez long. Et finalement, il avait expliqué, de mémoire, j'ai pas écouté l'épisode récemment, mais de mémoire, on avait échangé sur justement l'aspect préparation. Est-ce qu'on se prépare pour une épreuve aussi, enfin une épreuve, pour une aventure quand même physique aussi longue. Et si je me souviens bien, sa réponse était que en fait non, parce qu'on finalement c'est tellement long que de toute façon on va finir par être en forme relativement rapidement. Donc je sais pas si c'est ça aussi que vous aviez en tête, mais oui, enfin. Je sais pas si vous pensez avec du recul maintenant qu'il y aurait eu un vrai intérêt pour vous à vous préparer entre guillemets physiquement avant de vous lancer. Non, après moi j'avais un coach pour tout ce qui était ultra distance, donc j'étais déjà un peu préparé physiquement, mais
C'est ce que je disais à Marie-Liesse. Elle avait peur de pas pouvoir suivre le rythme, de se traîner, que je doive l'attendre tous les 5 kilomètres. Mais au final, ton corps, au bout d'un mois, il s'adapte à ce que t'es en train de faire, en fait. Donc, au bout d'un mois, elle arrivait à me suivre. Je l'attendais 30 secondes peut-être en haut d'une montée, mais c'est tout, quoi. J'ai jamais attendu plus de 30 secondes, tu vois. Et après, au niveau de la préparation, on regardait des vidéos de voyageurs plus pour nous donner envie et nous inspirer, mais pas vraiment pour se préparer au niveau équipement, etc., quoi. Ah bah, si tu as la motivation quand tu te lances sur un projet comme ça, je pense que c'est peut-être le plus important. Que tu le fais pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Et moi, je pars du principe que si tu réfléchis trop, après, tu fais jamais rien, quoi. Donc, donc l'idée, voilà, c'est toujours d'aller à fond et on verra ce qui se passe. Yes. Ok, donc là on a bien évoqué la phase avant. Je pense que là ceux qui nous écoutent il y a un bon teasing de fait. Et qu'est-ce que vous faites exactement ? Vous êtes parti d'où ? Moi j'ai relativement peu d'infos. Je sais que vous êtes parti de Calgary au Canada. On sait que vous êtes actuellement au Mexique. Mais le projet global, c'est quoi exactement ? Projet global, en gros, c'est de traverser le continent américain. Donc, comme tu l'as dit, on est parti de Calgary et le but, c'est d'arriver jusqu'à la pointe sud-sud du continent américain, donc la Terre de Feu, en Patagonie. Et tout ça en essayant de prendre le maximum de routes off-road et de mountain bike. Voilà. Oh là là, ça fait rêver. Ok. Et donc, juste pour que les gens se rendent compte, en termes de, est-ce que vous avez une idée de la distance totale, du dénivelé, du temps que ça pourrait prendre ? Non, à ce niveau-là, on peut te dire le nombre de kilomètres qu'on a déjà parcouru, mais en fait, comme on change l'itinéraire au fur et à mesure de ce qu'on a envie de voir, des gens qu'on rencontre en fonction de leurs conseils, on n'a pas un itinéraire prédéfini jusqu'en Patagonie. D'accord. Donc cet itinéraire, il va évoluer. Aujourd'hui, on a des envies, mais peut-être que si on croise un local qui nous dit « Ah, mais il faut absolument aller voir ce site remarquable-là », bah, ça va nous faire changer un mois d'aventure juste parce qu'on veut faire ce petit détour. Donc voilà, aujourd'hui, après 8 mois d'aventure, on en est à plus de 10 000 kilomètres. En termes de dénivelé, je crois qu'on ne l'a pas regardé, le dénivelé total, mais on oscille entre des journées à 1000 de D+, et 500. Ouais, pour le plus gros, c'est 2000 et les petites journées, c'est 500. Comme tu l'as compris, Julien fait rien à moitié, donc le traçage des routes, c'est pareil. Pourquoi faire très simple quand on peut faire super compliqué ? Et ça, alors ça représente un défi sportif qui est super challengeant à faire, mais c'est aussi la promesse de découvrir des lieux dans lesquels peu de gens vont s'aventurer. Et du coup, faire la rencontre de gens qui n'ont pas l'habitude peut-être de croiser des cyclistes. Et voilà, avoir l'occasion d'échanger. On a la chance de parler et anglais et espagnol. Donc ici au Mexique, on peut discuter avec les locaux et avoir des vraies interactions et des vrais échanges, ce qui nous permet de mieux comprendre où on met les pieds et puis de pouvoir voilà, vraiment échanger avec ces gens et connaître leur culture. J'ai tellement de questions pour vous. Ok, donc 10 000 km, dénivelé Conterra, parce que ça doit être absolument monstrueux. Et du coup, si on regarde, il doit, je pense, alors j'en sais rien, je mesure pas là, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment à la moitié en fait, non, en termes de distance. Non, on n'est même pas encore à la moitié, je pense. Ouais, l'Amérique du Sud, c'est immense en fait, immense. C'est bien plus étendu que États-Unis et Amérique centrale réunis. Ok. Mais ouais, dis-toi que pour traverser les États-Unis, d'ailleurs c'est marrant, pour traverser les États-Unis, donc à la frontière Canada-États-Unis, donc voilà, tu connais les Américains, passage de frontière très strict, beaucoup de questions, etc. Donc le mec, l'agent aux frontières nous demande qu'est-ce qu'on compte faire aux États-Unis. Donc on lui explique qu'on voudrait traverser les États-Unis en prenant la Great Divide pendant 6 mois. Et il nous répond non mais c'est pas possible. J'ai jamais vu des gens qui mettaient autant de temps pour faire la Great Divide. Vous venez dans le bureau et on va voir ça.
Ça lui paraissait louche qu'on prenne notre temps parce que cette trace, elle est faite par des coureurs tous les ans. En juin, ils prennent le départ et eux, ils mettent, c'est quoi le record? C'est 12 Je jours. crois que c'est 12 jours. Ouais. Ce que j'avais en tête, j'avais reçu Steven Le Yarrick juste après qu'il l'ait fait. Alors, je crois que c'était pas l'été dernier, c'était celui d'avant. Et j'avais en tête quelque chose comme ça, d'assez court finalement. Enfin, en tout cas, de plus court que 6 mois. Ouais, c'est ça. Donc lui, quand on lui a dit 6 mois, il a dit OK. C'est louche. Il prépare un attentat, ça file dans le bureau, quoi. Ouais, avec leur sacoche et leur vélo très menaçant. C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous connaissez la série, parce que j'ai plusieurs questions qui sont liées à ça, la série qui a été diffusée sur Apple TV, qui s'appelle The Long Way Up. Ça vous parle, ça? Non, je crois qu'on n'a jamais entendu parler. Non. Alors bon, c'est pas vraiment une série, c'est plus un genre de documentaire en 12 épisodes, je crois. Enfin, je sais plus trop, mais bon, bref, c'est une série d'épisodes. En fait, c'est le récit d'un immense voyage en Harley Davidson électrique qu'on fait deux. Alors l'autre, je sais pas s'il est acteur, mais en tout cas, bref, un des acteurs de Star Wars, Ewan McGregor. Ah, mais oui, ok. Et un de ses potes, Charlie, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est aussi dans le monde du cinéma. Ils avaient déjà fait Long Way Around, où ils ont fait en fait, le tour du monde par l'équateur en moto. Ils ont fait The Long Way Down, où je crois qu'ils sont partis du UK et ils sont allés jusqu'à la pointe de l'Afrique. Mais j'ai pas vu ces séries-là. Et là, ils font, du coup, comme vous, mais à l'envers. Et sans se servir des muscles de leurs jambes. Mais ils passent, en fait, j'ai pas mal de questions parce que la partie qui m'avait vraiment le plus marqué, c'était finalement l'Amérique centrale. Mm-hmm. Donc je me suis dit que ça serait l'épisode parfait pour vous en parler. Et la première question que j'ai, c'est pour la suite de votre parcours, en fait. Ils évoquaient quelque chose que j'avais déjà lu plusieurs fois, c'est alors je sais pas exactement quel est le terme en français, mais la zone de Darien ou le passage de Darien, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et vous êtes calé un peu, enfin vous avez déjà préparé cette partie du voyage ou pas trop? Alors c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est la préoccupation numéro 1 des Américains. Ah oui. Dès qu'on leur dit qu'on va jusqu'en Patagonie, ils nous demandent mais comment vous allez traverser le Darien Gap? Ok. Et en gros, tu as deux façons. J'ai peut-être un peu d'américain en moi alors. En gros, tu as deux façons tu peux pas le traverser ou tu peux le traverser à pied, mais c'est super dangereux. Il y a énormément de trafic, que ça soit trafic de drogue, trafic d'êtres humains. C'est très très dangereux. Donc en fait, oui, peut-être pardon, excuse-moi Julien, mais pour donner un petit peu de contexte et je suis pas extrêmement calé sur le sujet, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, il y a toute une zone. Donc c'est au Panama. Il y a toute une zone qui est en fait à cheval sur la frontière entre le Panama et la Colombie, où côté Panama, il y a un parc national qui s'appelle le parc national Darien. Et si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, il y a pas d'axe routier qui passe par là, et que c'est une zone, effectivement, comme tu dis, avec énormément de trafic en tout genre. Donc méga dangereuse. Et dans la série, et c'est pour ça que je suis arrivé à cette question, dans la série, ils contournent toute cette zone par bateau, en fait. Ils mettent les motos sur des bateaux et ils font le tour par bateau. Ils débarquent au Panama, donc ils sont en Colombie, ils prennent le bateau, ils débarquent au Panama avec les bateaux et ils repartent sur la route. Mais ils avaient l'air de dire qu'il n'y a rien. Et quand tu fais un zoom sur les cartes, effectivement, il y a la route numéro 1 qui s'arrête d'un coup, au milieu de nulle part, visiblement. Et après, il n'y a plus rien, c'est de la forêt. Exactement. En fait, tu l'as bien dit, le reste, c'est que de la forêt et il n'y a pas de route, notamment parce qu'il y a un taux d'humidité qui est trop élevé. Donc, il n'y a pas la possibilité de construire des routes parce qu'en fait, il me semble, il faudrait rechercher, mais il me semble qu'ils ont essayé d'en faire et ça n'a jamais fonctionné parce que il y avait trop d'humidité, la jungle reprend ses droits trop rapidement. Wow. Et du coup, il n'y a pas la possibilité de faire des routes. Conditions trop extrêmes. Et donc, du coup, comment est-ce que vous allez faire, vous? Alors, du coup, on s'est un peu renseigné. Donc, tu as deux moyens de le contourner. Comme tu as dit, tu as soit le bateau où on peut mettre les vélos et arriver sur la côte Caraïbe de Colombie, soit prendre l'avion de Panama City et arriver à Carthagène. Mais du coup, nous, c'est pas trop notre truc de prendre l'avion pour un trajet si court.
Donc, on est en train de se renseigner pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont des bateaux sur lesquels on pourrait monter et contourner cette partie-là. Et ça, Julien, ça va, tu le vis bien? Toi qui fais pas les choses à moitié, te dire que tu vas avoir un trou sur ton segment Strava, ça va? Mais je suis en train de réfléchir à le faire en kayak. Ah ouais, ok. Non, Tiens, voilà, Marie-Liesse, petite ça, exclu, super. tu savais pas encore, mais en fait, en mode mycorn, kayak, machette et les vélos. On va raccrocher, il va me dire on le fait. Ouais, c'est ça. Ok. Merci Loïc. Ce qui m'amène à une deuxième question. Alors moi, j'ai passé 6 mois en Amérique du Sud, Pérou, Colombie, Bolivie, mais jamais vraiment, enfin jamais tout court, en Amérique centrale. Je suppose que pour les gens qui, comme moi, n'ont jamais mis les pieds là-bas et qui du coup n'ont pas rencontré les locaux, enfin qui n'ont pas vécu au contact de la population comme vous êtes en train de faire, on peut avoir plein d'a priori sur la sécurité. Quand on voit les stats, notamment sur le Mexique, etc., juste d'un point de vue chiffre, on peut se dire, oula, ça craint à mort. Quelle est la réalité que vous vivez? Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû adapter dans vos comportements, etc., une fois que vous êtes arrivé en Amérique centrale? Bah écoute, c'est une super question parce que quand on était aux États-Unis, toute la traversée des États-Unis s'est faite un petit peu dans cette, pas dans cette peur, mais tous les locaux nous disaient 2 choses. 1, qu'est-ce que vous avez prévu pour le Darien Gap? Et 2, attention, plus au sud, c'est dangereux. Donc ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Donc nous, on est arrivé à la frontière, on avait une boule au ventre de dingue parce que ça faisait 5 mois qu'on nous disait tous les jours, attention, les Mexicains sont dangereux. Et en fait, on a eu la chance de tomber sur quelqu'un qu'on appellerait aujourd'hui notre ange gardien pour passer la frontière. En fait, on était sur cette route entre San Diego et la frontière mexicaine, Tecate. Et la route était super dangereuse pour tous les cyclistes qui sont déjà passés par là. On se sait. C'est une route qui est minuscule, hyper sinueuse, et les voitures roulent à toute berzingue dessus, et c'est juste super dangereux. Et nous qui sommes habitués à faire du off-road, on n'était pas bien du tout. Donc j'ai dit à Julien, on n'en a pas l'habitude, mais viens, on fait du stop, ça sert à rien de se faire du mal, on a encore 100 bornes à faire, ça rime à rien. Et on lève à peine le pouce qu'une voiture s'arrête. Donc c'est Ricardo qui nous prend dans son truck. Ricardo qui parle pas un mot d'anglais, donc c'est un Mexicain, un vrai. Donc ça nous a tout de suite mis dans le bain. Et donc nous, on était là dans la voiture encore avec cette peur de l'autre en fait. Et Ricardo a été incroyable. Il nous a aidé à passer la frontière. Donc on a passé la frontière avec lui. Il nous a ensuite offert le déjeuner et nous a proposé de nous offrir une nuit d'hôtel dans la ville pour qu'on puisse repartir le lendemain matin. Et je t'avoue, quand on s'est posé dans l'hôtel offert par Ricardo, on s'est dit mais waouh, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a dit, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et ce qui est terrible, c'est que à force d'avoir entendu des gens qui te disent toute la journée attention, les Mexicains sont dangereux, les Mexicains sont dangereux. En fait, même si toi, t'as pas envie d'y croire, au bout d'un moment, t'y crois. Ouais. Et quand on a passé la frontière, je me souviens, Ricardo, il nous dit bon, attendez les gars, il faut qu'on passe à mon bureau avant de vous emmener à l'hôtel. Et là, je me suis dit ah ça y est, il commence à prendre un petit chemin de terre. C'est la fin du voyage. On vient juste de passer la frontière, on va se faire enlever, on va se faire découper, c'est fini. Mais tu vois, juste parce que pendant 6 mois, on nous a répété que les Mexicains étaient dangereux, quoi. Ouais. Est-ce qu'au Mexique, ils vous disent que au Guatemala, ils sont dangereux et ainsi de suite, enfin toujours plus au sud? Ouais, exactement. Et du coup, on a trouvé une technique. On s'est dit, on va arrêter de demander aux gens si dans 500 km, les gens sont gentils, si la route est safe, parce qu'en fait, les gens, ils en savent rien. Et on s'est rendu compte assez tristement, malheureusement, c'est que les gens, en tout cas au Mexique, ils ont peu l'occasion de voyager. Donc, ils savent ce qui se passe 50 km plus loin, 50 km avant sur leur route, mais c'est tout. Et du coup, on s'est dit, OK, on va demander aux locaux ce qu'ils en pensent 50 km plus loin, parce que même eux, même les locaux, ils te diront que la ville qui est à 100 bornes, c'est super dangereux d'y aller, alors qu'en fait, c'est le paradis sur Terre, quoi. Mais c'est juste qu'ils connaissent pas. Ils y sont, pour la plupart, jamais allés. Donc voilà, on apprend. Tu vois, tu disais, est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées? Ça, c'est quelque chose qu'on a changé.
Et aussi niveau matériel, avant aux États-Unis, on avait toujours nos appareils photo à portée de main, donc sur notre dos, visible de tous. Et là, depuis qu'on est arrivé au Mexique, les règles du jeu sont différentes. Les gens gagnent pas autant bien leur vie. Donc, il faut pas, on dit en espagnol, il faut pas dar la papaya, faut pas donner envie aux gens de te voler, parce que oui, un iPhone, un appareil photo qui coûte de l'argent, bah oui, ça peut faire envie quand toi, tu sais que tu l'auras peut-être pas ou pas l'occasion de l'acheter. Donc du coup, maintenant nos appareils photos sont rangés, rien n'est visible de l'extérieur, et on les sort que quand on sent que c'est OK, que quand on a discuté avec les gens et que on sent qu'on peut faire des photos avec eux, etc. Ouais, pas tenter le diable et ouais. En même temps, quand tu vois, je sais pas si vous suivez trop de l'actualité en France. Je suis pas méga connecté avec les médias français, mais de temps en temps, je tombe sur des articles. Bon, là, la semaine dernière, attaque à la grenade à Grenoble. Un mois avant, à la Kalachnikov, en plein centre-ville, en plein jour, sur un fourgon blindé. Bon, finalement, ce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que moi j'ai plus trop voyagé, enfin en tout cas sur des longues périodes à l'étranger, mais quand j'étais en Amérique du Sud, en fait finalement c'est un peu du bon sens, quoi. Ça paraît assez évident que tu vas pas te trimballer dans les rues de Mexico où le salaire annuel doit être à $10,000 ou $12,000 avec ton appareil photo qui en vaut 4,000. C'est ça. Ou ton iPhone qui en vaut 1,200, tu vois. Bon, voilà. Et finalement, mais est-ce que tu le ferais en même temps, est-ce que tu le ferais à proximité de la gare de Lyon en mode tranquille, tu vois, tout à fait sereinement? Je suis pas sûr non plus. Donc, voilà, c'est peut-être du bon sens, quoi. Ouais, carrément. Ouais, faut jouer avec les nouvelles règles de chaque pays. Il faut se renseigner avant de mettre les pieds quelque part, et bah voilà, prendre en compte les nouvelles règles, les assimiler rapidement, et puis après laisser la place. Ouais, et puis je trouve aussi que enfin pour moi c'est aussi une question de respect envers les gens qu'on rencontre et qu'on croise. Enfin, tu peux pas te balader avec ce qui représente la moitié de leur salaire à l'année. Ouais, c'est clair. Avec ce que tu as sur le dos. Tu vois, sur la Barra Divide, on a rencontré un Américain, mais super sympa, mais il avait sa Rolex au poignet, il se baladait en 4x4 à 60 000 euros, et il se demandait pourquoi il se faisait arrêter par la police et qu'il lui demandait de l'argent, quoi. Ah oui, ouais. Il y a des petits liens de cause à effet qu'il faut évaluer, quoi. C'est ça. C'est clair. En tout cas, génial l'anecdote que vous avez partagée sur Ricardo. C'est vraiment le genre de rencontre qui, je pense, qu'il a des souvenirs absolument indélébiles. Et ça fait toujours plaisir d'entendre des témoignages comme ça. Est-ce que vous avez sur les États-Unis, le Canada, ce que vous avez vécu avant, parce que finalement on est passé très rapidement, mais c'était quand même le début du projet quand vous étiez au Canada. États-Unis, je pense que vous y avez passé quelques mois quand même. Ça a été quoi les moments forts de ce périple? Peut-être d'ailleurs, en fait, je vais faire une double question, c'est ma spécialité. Les moments forts pour vous à titre perso et les moments forts de couple. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais je ne sais pas si c'était votre première... si vous avez déjà vécu quelque chose d'aussi long ensemble, H24 avant, ou si c'était une première. C'était une première à vélo, ça on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y avait eu d'autres projets comme ça avant? Et si c'est pas le cas, du coup, ça a été quoi le moment fort pour le couple? Ouais, c'est une super question, parce qu'on n'est pas habitué. On est passé d'un couple qui se voit le matin et le soir à la maison à un couple qui passe 100% de son temps ensemble. Et ça, on n'y était pas forcément préparé. Je pense qu'on s'était dit, ça ira bien parce que ça va bien à la maison. Et en fait, quand tu es dans l'effort, quand tu perds tout ton confort aussi, c'est super difficile de cohabiter à deux, en tout cas dans les premières semaines. Moi, je me souviens avoir passé toutes mes premières soirées à pleurer sous la tente en me disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? À me dire, demain, je prends un avion et je veux plus jamais entendre parler de Julien. C'est vrai. Ouais, c'était super dur. C'est super dur parce que, comme le disait Julien, moi, j'étais pas spécialement entraînée avant. Donc, je misais sur ces premières semaines de chauffe pour mettre mon corps en rythme. Et ça a pas loupé, c'était dur, hein. J'ai jamais été... j'étais pas sportive avant, mais j'ai jamais trouvé le sport qui m'a donné envie de me donner à fond, tu vois. Du coup, tu vois, typiquement, le premier jour, on devait faire 35 km.
Et bah, oups, on a dû en faire 85 avec 1000 de D+. Bon. Avec des vélos chargés à quoi? Ils devaient faire 20 kilos vos vélos, un truc comme... Au moins, non? J'en sais rien. Ils font 50 kilos chacun, 50 les vélos. Kilos, mon Dieu. Ouais. Ah ouais. Le chargement plus le vélo, quoi. Oh donc là. donc ça, c'était chaud. Et à partir du moment où on s'est adaptés tous les deux et qu'on a trouvé notre rythme, ça a été super. Et depuis, on a peut-être dû sur 8 mois, tu vois, s'engueuler 2-3 fois, mais c'est assez sain, en fait, c'est normal. Et sur moi, ce qui m'a marqué personnellement aux États-Unis, il y a une journée que j'ai adorée. C'était une journée dans le Wyoming où on a traversé un désert. Cette journée, elle a coché énormément de cases pour moi parce que, c'était un peu un défi sportif et physique pour moi parce qu'on a décidé de faire notre record de kilomètres sur cette journée-là. Donc, on a fait 140 kilomètres. Je crois que j'avais jamais fait plus de 100 kilomètres, moi, avant. Donc, c'était une première pour moi. C'était dans un désert, donc il faisait une chaleur de dingue. Il faisait 53 degrés au maximum. What? Ouais. C'était horrible. Et on a rencontré une bande de cyclistes. On était une dizaine à rouler ensemble. Et c'était que des jeunes et ça faisait beaucoup de bien parce que sur la Great Divide, il y a beaucoup de monde. Mais c'est en majeure partie des Américains retraités. Donc, c'est super sympa de voir qu'ils se bougent, ils font les mêmes journées que nous. Franchement, ça force le respect. Mais du coup, on n'avait pas les discussions qu'on peut avoir avec des copains en fin de journée, tu vois. Et là, le fait d'avoir cette journée où on a roulé à 10, on a trouvé un campement le soir, on pleurait de rire. Il y a un Américain qui s'est mis à faire son karaoké à côté de nous. Enfin, vraiment, c'était une journée exceptionnelle et forte en émotions dans tous les sens, quoi. Excellent. Et toi? Ouais, et de mon côté, je pense que les rencontres marquantes, il y en a deux qui m'ont marqué et qui sont complètement différentes. La première, c'était dans un petit village entre, c'était quoi, Helena et Butte. Au Montana. Dans le Montana. Et pareil, il faisait super chaud. On venait de faire une portion de route pas très très fun avec pas mal de voitures pour aller chercher une autre route off-road. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'arrête parce qu'on allait vraiment surchauffer. On s'est arrêté dans un petit bar vraiment comme dans les films américains, quoi, le petit bar où t'as la serveuse, un gars au comptoir et qui est en train de boire son verre et puis des gens qui jouent aux fléchettes. Et donc on rentre dans ce bar-là et il y a l'homme qui est au comptoir qui commence à discuter avec nous et qui commence à nous demander ce qu'on fait ici, pourquoi on s'arrête là. Il commence à nous raconter son expérience et en fait il nous raconte qu'il vient de sortir de prison, que ça faisait quoi, une quinzaine d'années qu'il était en prison et qu'il n'a pas le droit de sortir du territoire. Donc moi je lui demande mais du coup, quel est ton rêve? Quelle partie des États-Unis tu as vraiment envie de voir vu que tu peux pas sortir de ce pays-là? Et en fait, il nous dit qu'il aimerait vraiment beaucoup voyager au Canada. Donc on commence à lui montrer des photos du Canada et là je vois dans ses yeux vraiment des larmes. Vraiment, il avait les larmes aux yeux en voyant des photos du Canada et je me suis dit mais quelle chance on a de pouvoir voyager comme ça sur nos vélos et de pouvoir voir tous ces paysages à la fois, quoi. Et il m'a vraiment touché, ce mec-là, parce qu'en fait, il est sorti de prison parce qu'il il commençait à avoir une maladie qui l'empêchait de marcher. Je crois que c'est ses os qui se fragilisaient, non? C'était ça? Et il m'a vraiment touché, quoi. Je me rappellerai toute ma vie de son regard quand il a vu la photo et qu'il a vu le paysage canadien avec les grandes forêts, les grands lacs. C'était incroyable. Et c'est un peu ça, tu vois, l'envie qu'on a à travers notre compte Instagram de faire passer comme émotion aux gens. On a envie que les gens, en regardant nos photos, ils s'émerveillent et que ça leur donne envie d'y aller, tu vois, ou alors que juste ça les fasse rêver comme ce gars qu'on a rencontré et qui peut malheureusement pas y aller. Mais oui, ça faisait partie des rencontres super touchantes à deux. Ouais. Et la deuxième rencontre, c'était un warm shower. Donc, je sais pas si tu connais l'application Warm Shower. En fait, c'est une application qui te permet de te faire un profil. Par exemple, si tu habites à Paris, tu dis, bon, j'habite à Paris, je suis prêt à héberger des cyclistes. Et j'ai un lit j'ai une machine à laver, etc. Donc, nous, c'est un peu le couchsurfing des cyclistes, en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et c'est gratuit, hein, l'idée. Alors, en tout cas, l'application est payante maintenant. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans, mais l'accueil est en théorie gratuit, il me semble.
Ouais, t'as totalement raison. L'accueil est gratuit et pour être hébergé, il faut payer, mais c'est vraiment rien du tout par rapport aux expériences que tu peux vivre et aux gens que tu peux rencontrer. Et donc ça, c'était en Utah. C'était en Utah. On venait d'arriver en Utah à Grande Jonction. Ouais, on venait d'arriver à Grande Jonction et on arrive chez Greg, un warm shower de 70 ans. Mais genre 70 ans, 1m90, armoire à glace, vraiment. Goliath, quoi. Goliath, exactement. Le gars, il rigole pas, au niveau physique en tout cas. Et on a vachement accroché avec lui et il nous a proposé de nous emmener faire un voyage de 5 jours en canoë sur le lac Powell. What? C'est énorme. Et c'était juste une expérience de dingue, quoi. Il est venu nous chercher, on a fait 500 km en voiture pour aller au lac Powell. On a déposé les kayaks mais on était tout seul sur le lac Powell. C'était une portion qu'il connaissait très bien. Il savait qu'il allait avoir personne et pendant 5 jours, on était complètement déconnectés. Il avait acheté tous les ravitaux, il avait trouvé une solution pour attacher les kayaks derrière la voiture. Enfin, il avait vraiment tout fait pour qu'on passe une expérience de dingue. Et ouais, c'était fou, quoi. Incroyable. Ouais, on se dit, tu vois, qu'on a de la chance, mais tu vois, c'est marrant, des histoires comme ça, en fait, il nous en arrive tous les jours sur le trajet. On rencontre des phénomènes et des gens, mais exceptionnels, quoi. On a cette chance-là. J'ai l'impression que les cyclistes ont cette chance d'attirer un peu la sympathie des gens. Et du coup, ça nous permet de vivre des expériences, mais complètement dingues, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent quand j'échange avec des gens qui, comme vous, font des aventures à vélo longues. C'est comme si c'est une sorte d'aimant social, en fait. Ce qui n'existe pas forcément quand on voyage à pied, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas quelque chose que j'entends quand à pied, on est beaucoup plus isolé. C'est un peu le sentiment que j'ai. Ouais. Et j'ai eu une invitée, par exemple, qui traverse toute l'Italie. Linda Bortoletto qui traverse toute l'Italie à pied, qui a bientôt fini là, et qui est quelqu'un de très 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 souriante, très optimiste, souriante à mort, qui rigole tout le temps. Et on n'a pas forcément, enfin je me rappelle pas avoir eu ce genre de témoignage, alors qu'avec les gens qui voyagent à vélo, c'est systématique en fait. Ce lien, le vélo comme créateur de lien. J'ai l'impression que ça donne un contexte aux gens, tu vois, le fait d'avoir un vélo. Ils se disent ah oui, elle a fait autant de kilomètres, c'est possible parce qu'elle a son vélo, tu vois. Un jour à Yellowstone, on a croisé un marcheur donc qui faisait la CDT. C'est du coup le trail qui part de pareil, je crois que ça part de la Californie, que ça arrive jusqu'au Canada, si je dis pas de bêtises. Et ce gars-là était super sympa, mais il est arrivé avec une chemise, il était tout débraillé. Tu vois, on a presque eu peur, alors que je suis persuadée qu'il aurait été sur son vélo. Je me serais dit, bah oui, c'est un cycliste, quoi, tout va bien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que le vélo, tout de suite, ça identifie le fait que, ça identifie le fait que c'est très certainement un voyageur, tu vois, quelqu'un qui est actif. J'avoue que tu prends quelqu'un de débraillé juste parce qu'il vient de passer 3 semaines à marcher. C'est ça. T'as peut-être pas forcément cette première lecture de, ok, c'est un voyageur, quoi. Tu vois, ça peut être plein d'autres choses. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et oui, le CDT, c'est le Continental Divide Trail qui fait Mexique, Canada, et j'ai un doute à chaque fois, je confonds les autres, mais je devrais pas, parce qu'il y a Rémi qui écoute tout le temps de podcast aussi, qui l'a fait, si je me mémoire, je crois que c'est 5000 km, il me semble. Ouais. Ou 4008 c'est énorme. Mais ouais, c'est énorme. Ok. Et ben, c'est de très belles expériences là, que vous nous avez partagées. Je serais curieux de savoir aussi, alors Marie-Liesse, tu l'as un petit peu évoqué, que les débuts avaient été difficiles, mais par rapport à votre quotidien, aux journées un peu, alors type, attention, je pense que dans ce genre de voyage, il n'y a pas vraiment de journée type, mais je suppose que vous avez quand même une forme de routine, vos repas, le ravitaillement en eau, faire le point sur la carte, aller voir des choses qui vous intéressent. Donc, j'imagine qu'il y a des choses qui reviennent un peu régulièrement dans vos journées. C'est quoi les challenges, entre guillemets, que vous avez dû apprivoiser, et notamment parce que vous êtes deux? Oui, c'est une bonne question, parce qu'on se dit, quand on part à l'aventure, qu'on va arrêter d'avoir une routine, métro, boulot, dodo, c'est terminé. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus routinier qu'un cycliste, je pense, qui voyage au long cours.
Nous, pour te dire un petit peu, donc on se lève généralement relativement tôt. On se levait plutôt encore aux États-Unis parce qu'on était là-bas donc en juin, juillet, août et il faisait très très chaud, surtout en Utah. Donc en moyenne, on se lève autour de 6h, 7h. On met à peu près 1h30 à se préparer et là, c'est un petit peu chacun de son côté. Moi, je m'occupe de préparer le petit-déj, Julien s'occupe de la tente. Tu vois, on est un couple très moderne. Moi, je fais la nourriture, lui fait la maison. Ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Donc voilà, on s'est marré le jour où on s'est rendu compte qu'on était dans un schéma très classique. Et après, on commence la journée tous les deux ensemble. Je pense qu'on passe une petite heure à regarder un peu la route sur le vélo en train de rouler, à échanger sur les difficultés qu'on va avoir, donc les différentes côtes qu'on va pouvoir passer. Et une fois passé ce moment-là, on se sépare doucement, mais on reste à vue tout le temps. Et là, on fait un peu notre journée de vélo, on se recroise le midi. On déjeune ensemble quand même. Et puis après, on cherche un endroit pour dormir. En général, on s'arrête vers 15h parce que, notamment aujourd'hui au Mexique, le soleil se couche relativement tôt. Donc, avant 17h, il faut être posé quelque part, impérativement. Donc, voilà. Et puis après, on monte le camp. Julien s'occupe de la tente parce que j'ai pas de patience pour ça. Et je m'occupe de faire à manger. Et puis, voilà. Au début, tu vois, tu parlais du couple. Moi, je projetais une aventure où on était forcément obligé de se parler parce qu'on est un couple, tu vois. Mais on en discutait avec un autre couple d'aventuriers qui nous ont dit, mais en fait, t'as pas des nouveaux inputs toutes les 20 minutes, donc tu peux pas te parler toute la journée. Bah, t'imagines une conversation toute la journée sur 8 mois tous les jours. C'est un nouveau challenge. Donc voilà, j'ai fait le deuil de ça sur les premières semaines. Et maintenant, on a trouvé notre rythme. Moi, j'écoute mes podcasts. Julien est plus concentré sur peut-être sur la nature et sur ce qui l'entoure. Et on avance tranquillement comme ça avec notre rythme commun. Question de pure curiosité. Votre tente, c'est quoi? Alors, on a commencé avec une tente d'Earthstone. C'est une marque canadienne qui fait des tentes ultra light. Ok. Par contre, il faut juste avoir c'est pas une tente ce qu'on appelle en freestanding, donc il te faut des piquets de tente et il faut trouver un endroit où on peut planter les sardines. On a eu pas mal de mésaventures avec cette tente là, donc on a profité de notre petit arrêt à Mexico pour en acheter une autre. Et là, on va partir sur une MSR Freelight. Ok, d'accord. Donc là, c'est vraiment une tente freestanding. Donc par exemple, tu vois, des fois quand on doit dormir sur la place du village ou dans un parking ou des choses comme ça, on pourra la poser même si on n'a pas d'endroit pour planter les sardines. Ouais. Ok. Très bien. MSR. Donc là, ça fait 8 mois que vous êtes partis. C'était quoi, comment vous gérez ça financièrement et professionnellement, vous vous êtes organisé comment? Alors, au niveau de l'argent, on a, en fait, ce projet, ça fait 2 ans 2 ans avant le départ qu'on l'avait prévu, donc on a eu le temps de pouvoir mettre de côté. On est parti habiter chez ma grand-mère pour ne plus avoir à payer de loyer. Et on mangeait des pâtes au pesto tous les soirs. Donc comme ça, on a pu mettre pas mal de côté. ML a démissionné de son travail. Et moi, du coup, j'ai annoncé à mes associés que j'arrêtais de faire partie de l'entreprise. Donc, oh wow, donc t'es sorti même carrément de l'entreprise ou? Mais j'ai encore des parts jusqu'à l'année 2025. Et ensuite, ouais, je serai complètement sorti. Ok, ouais, donc grosse décision quand même. Ouais. Ouais, ok. Et là, le fait qu'il n'y ait pas forcément de visibilité, enfin, cette pause professionnelle, vous l'avez accepté tout de suite? Parce que parfois, on a des plans, on se dit, bon, bah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat ou je quitte mon job pour faire un grand voyage. Et puis, en fait, une fois que c'est fait, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments qui peuvent être
peut-être anxiogène, le fait qu'il n'y ait pas de salaire, pas de revenus fixes, pas de sécurité, etc. Et donc c'est pour ça que je pose la question, parce que entre ce qu'on a imaginé sur le papier et puis la manière dont on le digère une fois que c'est fait, une fois qu'on est dans la situation, c'est pas toujours la même chose. Donc vous comment ça s'est passé? C'est vrai qu'au début ça nous fait un peu peur, ça nous a fait un peu peur de plus avoir de salaire, de plus avoir de rentrée d'argent. Mais on se dit que dans tous les cas, si jamais on arrive à court d'argent à un moment donné, on n'aura pas de mal à trouver un travail, tu vois, même que ce soit dans une auberge de jeunesse ou dans un bar pour être serveur ou serveuse. Il y a toujours des moyens, de retrouver un peu d'argent. On a même croisé des voyageurs à vélo qui voyagent depuis 7-8 ans et qui, eux, en fait, s'arrêtent 3-4 mois pour refaire de l'argent et qui ensuite repartent, qui s'arrêtent à un autre endroit, etc. Donc c'est vrai qu'il faut pas être stressé, au niveau des finances, mais ça se manage très bien. Et vous arriveriez à nous dire là à peu près 8 mois combien ça vous a coûté? Ça nous a coûté cher parce que les États-Unis, tout est super super cher et tu manges pas forcément bien. C'est ça qui était assez dramatique pour nous. Bon, on avait besoin de gras, donc on était content de retrouver un soir sur deux un restaurant pour pouvoir se prendre un bon gros burger. Mais je pense qu'on a dû... encore une fois, c'est pas un chiffre qu'on a regardé récemment, mais on doit être à plus de 8 000 € depuis le départ, je pense. Un peu plus que pour ça. Pour deux? Pour deux, ouais. Ah ouais, ça va quand même. Mais depuis le Mexique, honnêtement, on dépense pratiquement rien parce que déjà, ça coûte beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Et puis surtout, on se fait inviter tout le temps partout. Tu vois, là, depuis qu'on a rejoint le continent, donc depuis Mazatlan, après avoir traversé la Barra Divide, donc la Basse-Californie, on a payé un hôtel parce qu'on était dans une zone un petit peu dangereuse, entre guillemets, et on ne se sentait pas de dormir dehors. Mais sinon, on s'est toujours fait inviter par les locaux, les pompiers, la protection civile, tous, quoi. Incroyable. Ouais. Et en fait, les États-Unis, ça nous a aussi coûté cher parce que c'était le début du voyage et on n'était pas encore très, très confiants dans le fait de camper un peu n'importe où, d'aller demander aux gens si c'était possible de dormir chez eux, dans leur jardin. Et aussi, il y avait les ours, les pumas, et moi, je flippe de tous ces animaux. Et je comprends pas les gens qui dorment dehors alors qu'il y a des ours juste à côté. Mais du coup, on prenait des hôtels, on prenait des motels. Et ouais, c'est vrai que ça nous a coûté très cher au début, quoi. Des campings, quand même, pour la plupart du temps. On s'est pas fait une vie de motel pendant 5 mois. Non, c'est clair. Mais oui, il fallait ça pour que Julien récupère au moins un soir sur 5 parce qu'il dormait pas dehors, quoi. Ah oui. C'est vrai que quand t'es pas habitué, c'est tout bête, mais une forêt, un champ, la nuit, il y a des bruits qu'on n'a pas quand on est dans sa chambre tranquille chez soi. Donc, ouais. Mais franchement, 8 000 $ ou 8 000 €? Je sais plus ce que vous m'avez dit. 8 000 €, ouais, 8 000 €, je pense. 8 000 € pour 8 mois à deux, c'est pas non plus, ça paraît pas excessif non plus, hein. Alors, c'est pas excessif, mais c'est beaucoup d'argent, mais sur 8 mois quand même. Quand tu compares avec les autres voyageurs à vélo, j'ai l'impression qu'on est un peu les poulettes de luxe, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Les voyageurs au long cours, je sais pas comment ils font, honnêtement, et vraiment, ils ont tout mon respect, mais ils dépensent moins que ça, en fait, par mois. Ok. Moi, j'avais un chiffre en tête. Il y a dans une autre vie, il y a longtemps, je m'étais dit qu'un jour, je ferais un tour du monde en mode backpacker. Et du coup, j'avais commencé un petit peu à préparer ça. Et j'avais toujours eu ce budget en tête de 1 an, 10 000 €. Bon, qui est peut-être complètement faux, j'en sais rien en fait. Mais j'ai tombé ça sur ce montant-là à plusieurs endroits, enfin sur plusieurs sites différents. Et c'est toujours un truc que j'avais gardé en tête. Donc, c'est pour ça que je vous disais, bon, 8 000, ça, oui, c'est certes une très grosse somme d'argent, mais sur 8 mois à deux, bon, j'étais pas choqué du coup pour cette raison. Ok, très bien. Et donc, alors j'ai la carte sous les yeux. Question vraiment très bête. Donc, quand vous avez traversé la frontière mexicaine, la Barra Divide, donc c'est la pointe, l'espèce d'avancée de terre qui descend jusqu'à La Paz. Là, c'est ça, une fois qu'on est au Mexique, ou rien à voir? Ouais, exactement. Ça, c'est la Barra Divide. Donc c'est celle-là, la Barra Divide. Ok. Ouais, exactement. Donc ça, vous l'avez descendu, et une fois en bas, vous avez pris un bateau. Ouais, une fois en bas, on a pris un bateau donc qui a fait La Paz, Mazatlan. Donc tu le vois sur le continent, c'est un petit peu plus loin dans le Sinaloa. Et là, donc déjà, la traversée de la Basse-Californie s'est fait non sans mal parce que c'est
comme c'est une péninsule, elle est très, très ensablée. Et du coup, tout le off-road se fait dans le sable. Donc, c'était un super challenge physique hyper éprouvant. Je pense que c'est ça qui nous a le plus fatigués. Et on a eu un peu du mal à s'en remettre une fois qu'on a croisé, une fois qu'on est arrivé sur le continent. Mais il y avait un autre challenge qui nous attendait sur le continent, parce qu'une fois arrivé dans le Sinaloa, l'ambiance n'était pas au top du top, en fait. Ouais, en fait, tout le monde nous disait ouais, attention, vraiment, c'est entre Mazatlan et Durango, c'est la guerre des cartels, faites très attention, ça craint, vous arrêtez pas, passez pas par là. Déviez plutôt votre itinéraire et prenez la côte en passant par la côte Pacifique, par Tepic, Guadalajara et rejoindre Mexico. Et en fait, on s'est dit non, mais on va quand même le tenter parce que ça a l'air vraiment magnifique. En fait, tu passes de la mer, tu passes de 0 à 3000 mètres d'altitude et t'es dans les forêts de pins, t'as des oiseaux que t'as jamais vus, que t'as jamais entendus, t'as de la nouvelle végétation avec des magnifiques fleurs colorées. Enfin, c'est incroyable. Et on a croisé, alors oui, on a croisé des narcos qui nous disaient bonjour et qui prévenaient le prochain village qu'on arrivait. Mais non. Mais en fait, ils faisaient ça plus pour nous protéger parce qu'eux, ils ont aucun intérêt à ce qu'il se passe quelque chose sur cette zone-là et à ce que l'armée débarque pour venir chercher qui a embêté les touristes blancs. Et comment vous saviez que c'était des narcos? Bah, tu le vois rapidement parce que déjà, en fait, dans cette partie-là qui est en guerre depuis le mois d'août de 2024, il n'y a plus personne qui passe. Donc, les seules voitures, c'est soit des locaux, soit des gens qui ont des cuisines pour faire leur cocaïne un petit peu plus loin dans la montagne. Donc, avec Julien, on s'est dit, OK, technique tout doux et trognon, on dit bonjour à tout le monde. Tu sais, le grand sourire, Colgate smile, coucou. On s'arrête dès qu'on peut pour leur parler, pour montrer patte blanche, quoi. Et on en a vu quelques-uns avec des armes dans le dos, le fauteuil pratiquement au milieu de la route, le talkie-walkie à la main pour prévenir qui passe sur leur route. Ouais. Tu sens que c'est sous haute surveillance. Ouais, je pense qu'on a eu aussi beaucoup de chance sur cette section-là parce que 2 semaines après, moi j'ai des voyageurs à vélo. Tu sais, il y a un grand groupe WhatsApp de voyageurs à vélo qui traversent les Amériques, donc on s'échange les bons plans, on s'échange les endroits où dormir, on se tient un peu au courant des actualités sur telle ou telle zone. Et nous, comme on était passé et que rien nous était arrivé, moi je leur avais dit allez-y les gars, c'est safe, franchement c'est magnifique, profitez. Et en fait, quand eux ils sont passés, ils ont dû se faire escorter par les militaires parce que t'as les narcos qui étaient en train de se tirer dessus, qui envoyaient des drones, qui envoyaient des grenades partout. Enfin, c'était la guerre, quoi. Et là, je me suis dit, oups, j'aurais peut-être pas dû leur dire de passer par là. Mais ça fait aussi partie du truc. Et encore une fois, tu vois, il y a des narcos qui sont venus leur parler, qui leur ont dit, non, mais vous inquiétez pas, vous, il vous arrivera rien. Juste demander aux militaires de vous escorter en dehors de cette zone parce que ça va être un peu chaud là pour les semaines qui arrivent, mais vous inquiétez pas, quoi. Vous avez quoi comme vélo? On n'en a pas encore parlé, mais c'est des gravels, des VTT? Ouais, moi j'ai un Genesis Longitude. Donc c'est mon tout premier vélo, c'est celui que j'ai acheté pour faire du coup le Mont Ventoux, etc. Et on a un pactage assez simple. On a fait faire des sacoches. Notre sacoche avant et ma sacoche du milieu, c'est fait par un artisan à Paris. La marque, c'est Copra. Super marque. Et à l'arrière, on était jusqu'à peu avec un système d'accroche taille fine qu'on est en train de revoir parce qu'on a eu plusieurs casses aux États-Unis et moi sur la Barra Divide. Donc voilà, on a besoin de matériaux qui soient vraiment hyper résistants parce qu'on prend des routes qui sont exigeantes et autant pour nous que pour les vélos. Donc on est en train de changer voilà, le système de rack arrière. Mais ça, c'est pour moi. Et toi? Et de mon côté, moi j'ai un Tumbleweed Prospector, donc c'est une marque américaine qui est dans l'Idaho. Et la petite particularité, c'est qu'à l'arrière j'ai mis un moyeu roll-off. Donc en fait c'est un moyeu où j'ai les vitesses qui sont intégrées. J'ai aucune cassette, j'ai pas de dérailleur, j'ai rien du tout. J'ai juste les vitesses dans ce moyeu qui
On pourrait le comparer à une boîte de vitesse de voiture. Incroyable. Ça fait, sans rigoler, je pense 2 ans que chaque fois que j'échange avec des gens qui sont à vélo, je pose la question sur je vais arriver sur roll-off, sur pignon, qui est l'équivalent, je crois, français, si je dis pas de bêtises. Et j'avais encore jamais reçu quelqu'un qui roule avec ça. Donc, écoute, c'est génial. Et en fait, je connais ça parce que j'en ai jamais utilisé, mais je suivais un gars sur YouTube, peut-être que vous le connaissez, qui a une chaîne qui s'appelle Cycling About. Ouais. Tu vois? Ouais. Et lui qui ne roule que avec un système roll-off, je crois. Du coup, c'est comment? Est-ce que c'est vraiment, tu vois vraiment la différence en termes de confort? Parce que la particularité, tu me dis si je dis des bêtises, c'est que tu peux changer de vitesse à l'arrêt. Exactement. Ce qui est quand même très pratique quand tu te retrouves dans une côte de fou et que tu n'avais pas trop anticipé le changement de vitesse. Ouais. Et ça reste beaucoup. Et finalement, c'est bien. Enfin, c'est à l'inverse d'une chaîne, le mécanisme est pas exposé. Donc, ça veut dire qu'en termes de poussière, de boue, de gras, etc., à l'entretien, en tout cas, moi, ce que j'avais retenu, c'est que c'est quand même vachement plus pratique. Et ouais, t'as tout à fait raison. En fait, pour moi, c'est vraiment déjà niveau confort, comme tu dis, dans les montées, je peux changer les vitesses quand j'ai envie. J'ai pas besoin de me dire bon là, il y a une montée à tant de pourcentage, je dois rétrograder de 2 vitesses, etc. Et après, je me retrouve bloqué et je dois pousser mon vélo. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et aussi, ouais, comme tu dis, pour l'entretien. Alors, le roll-off, ça coûte cher, ça coûte 1 000 € et quelques, je crois, mais honnêtement, je pense que l'investissement en vaut la chandelle parce que je suis passé par aucun bike shop pour le moment, pour faire l'entretien de mon roll-off. En fait, c'est juste une vidange d'huile que tu fais tous les 5000 km. Et encore, même quand tu le fais pas, ton moyeu continue à fonctionner pendant pas mal de temps. C'est supposé durer pendant 300 000 km. Donc c'est énorme, c'est monstrueux. C'est monstrueux, ouais. Et il y a aucun entretien, donc tu payes aucun frais de bike shop là où Marie-Liesse, toi t'as payé pas mal de frais d'entretien. Ouais, moi je me sens à l'âge de pierre, tu vois, à côté avec mon vélo avec cassette. On n'avait pas forcément le même budget quand on a acheté nos vélos, et je m'en mords un peu les doigts parce que c'est vrai que moi, tu vois, typiquement sur la Basse-Californie qui était super poussiéreuse, super sableuse, moi, tous les matins, je devais nettoyer ma chaîne, nettoyer ma cassette arrière. Et ça me prenait un temps pas possible parce que y a tellement de petites merdes qui viennent se bloquer dans tes galets, dans ta chaîne. C'est ça. Donc, tu es obligé de laver le truc tout le temps là où Julien m'attendait tranquillement. Donc, ouais, c'est vraiment un confort. Et tu vois, aujourd'hui, tous les voyageurs qu'on rencontre, on a dû croiser un autre gars, un Australien qui était comme moi sur de la cassette. Mais sinon, tous les autres, pratiquement, ils sont sur un roll-off. Ah ouais, ok. Ouais, c'est impressionnant. Et puis, on a aussi croisé un mec qui avait un roll-off, mais avec une ceinture, enfin une courroie. Parce que moi, j'ai une chaîne, donc c'est toujours le système. Ah, toi, t'as une chaîne, ok. Ouais. Mais du coup, on a croisé un Anglais qui a une ceinture, une courroie, ouais, et c'est incroyable. Enfin, là, vraiment, t'as besoin de rien nettoyer, quoi. Tu roules jusqu'à ce que ça casse. Et par contre, faut que t'en aies une de rechange parce que si ça casse au milieu de nulle part, c'est impossible à réparer tout seul, quoi. Ah, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, courroie. Je savais même pas que tu pouvais mettre une chaîne, en fait. J'avais uniquement la courroie en tête. Je savais pas que tu pouvais avoir une chaîne avec un système roll-off ou pignon. Je pensais que c'était juste une courroie. Non, c'est une chaîne, mais c'est une toute petite chaîne. Elle est beaucoup plus, elle est plus grosse, mais beaucoup plus petite en termes de longueur que la chaîne que je peux avoir moi, par exemple. Que tu as déjà changé, du coup, toi, Marie-Liesse, après 8000 bornes, j'imagine, non? Ouais, oui, moi j'ai eu le droit au package complet. Je crois que j'ai changé peut-être 2 ou 3 fois ma chaîne. J'ai dû changer ma cassette arrière une fois et j'ai changé mon hub. Je sais pas. Tu sais, moi, mon moyeu, voilà. Je suis pas hyper forte en méca, donc moi j'ai un vélo avec des freins et c'est suffisant. Donc les petits mots techniques, je les ai pas forcément. Mais voilà, moi j'ai dû changer pas mal de choses et en fait, au final, si on fait les comptes, le prix que m'a coûté le matériel de base plus tout ce que j'ai racheté, je dois probablement plus être très loin d'un roll-off, tu vois.
Ah oui, Donc, ouais. si je peux donner un petit conseil, un petit tips comme ça, n'hésitez pas à investir dans un roll-off si vous partez sur du long cours, parce que c'est vraiment game changer pour, bah, pour ce genre d'aventure, quoi. Ouais. Et toi, Julien, tu garderais le même système alors, pour du long cours, moi j'ai toujours aussi entendu que c'était vraiment la meilleure solution. Mais pour des sorties au quotidien, tu vois, sur un week-end, gravel, etc., c'est un système qui est pertinent, tu penses aussi, ou trop lourd, pas assez performant? Ouais. Après, moi, je l'avais pris pour toutes les sorties qu'on a fait l'année passée. J'avais fait des sorties, notamment la Poco Loco Aix en Provence jusqu'à Milan. J'avais fait une sortie aussi de Hendaye jusqu'au désert des Bardenas. Et en fait, ce vélo, moi, maintenant, je pense que je prendrais toujours ce vélo pour faire n'importe quelle sortie. J'avais même fait une race cross suisse avec ce vélo-là, avec des pneus Ah en ouais? 3 pouces, où j'avais fini en dehors du temps limite. Mais franchement, ce système, il est juste incroyable et ça t'enlève une charge mentale de dingue aussi, quoi. Ouais, bon à savoir. Ok, bah écoute, fabuleux, voilà, j'ai enfin pu échanger avec quelqu'un qui utilise ce type de système, super intéressant. Parfait, bah écoutez, c'était un régal là d'avoir ce débrief sur vos aventures de Calgary jusqu'au Mexique. C'est quoi les étapes importantes de la suite du projet pour vous? Étape importante, je pense que la prochaine grosse étape, où on va s'arrêter un petit moment aussi pour explorer bien le pays, ça sera la Colombie, où on Ouais. va essayer de rester peut-être entre 6 et 9 mois. Et en fait, notre calendrier, il est calé sur la saison au Pérou pour qu'on puisse faire la Pérou Divide sans encombre et que ça soit pas la saison des pluies quand on soit à 4000, 5000 mètres. Ouais. On a vraiment organisé tout notre calendrier autour de cette trace-là, de cette route. Donc la Pérou Divide, ce sera donc au Pérou et ça traverse la cordillère des Andes. D'où l'importance d'avoir une météo favorable parce que effectivement quand tu es à 4000 et qu'il commence à neiger, pleuvoir, etc., c'est plus forcément le même voyage. Et ça, ce serait du coup au mois de mai de l'année 2026. Ouais. Pas de cette année, mais l'année suivante. Waouh, c'est quand même incroyable de se dire que d'ici un an, vous serez encore en train de voyager. Ça ne s'arrêtera jamais. Ouais, c'est ça. En Colombie, alors je vérifie pour pas dire de bêtises, mais ouais, c'est là. Je sais pas si c'est dans votre itinéraire, enfin si c'est prévu, ça vous fait quand même un méga détour selon par où vous aviez prévu de passer. Mais moi, j'avais passé quelques temps sur la côte caraïbe de la Colombie, entre Carthagène, j'avais fait Carthagène, Barranquilla, etc. Ouais. Et il y avait un coin que j'avais trouvé incroyable, qui était très compliqué d'accès, en tout cas à l'époque. Il fallait rouler plusieurs heures en 4x4 sur des pistes défoncées pour choper un autre 4x4 qui nous amenait encore plus loin. Bref, ça s'appelle Cabo de la Vela. Et c'est tout à fait à l'est de la Colombie, très proche de la frontière avec le Venezuela. Je vous l'enverrai. Et c'est un coin complètement paumé, il n'y a rien, il n'y a que des tout petits villages de pêcheurs. Moi, je me rappelle une sensation de bout du monde complètement folle. C'est des grandes plages désertiques, des paysages un peu, voilà, quand même assez désertiques, avec des couchers de soleil de l'au-delà. Et je regarde, est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Est-ce que c'est le comment ça s'appelle? Est-ce que c'est là où il y a le désert qui se verse dans l'océan? C'est un mélange les paysages, c'est plus un mélange de désert et ensuite t'as la plage. Ouais, c'est clairement désertique. Hein. C'est très clairement désertique. J'ai pas. Alors, oui, je crois que c'est le désert de la Guajira, un truc comme ça, non? Le nom me dit rien. Attends, c'est quoi la Oui, c'est ça, exactement. Péninsule de la Guajira. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je sais pas si là où j'étais, c'est l'endroit où le désert. Enfin, si on parle d'un endroit en particulier où il y a le désert qui arrive dans la mer, mais Cabo de la Vela. Moi, on m'avait dit que c'était le point
le plus au nord de l'Amérique du Sud. Ouais. L'endroit où j'étais, et je me souviens juste de ça, d'une ambiance, mais des couchers de soleil avec une atmosphère rouge, orange, avec il y avait quasiment pas de touristes, on devait être peut-être une dizaine sur des kilomètres et des kilomètres de plage. Je me rappelle d'un gars tout seul sur un coucher de soleil avec cette ambiance vraiment rouge-orange, en train de faire du kitesurf. Je sais même pas comment il avait ramené son kitesurf à cet endroit-là, parce qu'il y a vraiment littéralement rien du tout. Et ouais, c'était vraiment c'est des souvenirs incroyables de cet endroit, très 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 sauvage, loin de tout, mais absolument magnifique. Donc voilà, je sais pas si désolé Marie-Léa si du coup ça Julien prévoit un détour de 800 bornes pour aller voir ça, mais là c'est sûr, c'est noté. Ouais. Non mais oui, ça a l'air incroyable, et comme on disait tout à l'heure, en fait là on te dit un peu notre itinéraire auquel on a pensé sur le moment, à l'instant T, mais peut-être que quand on sera là-bas, ça va changer. Tu vois, on a aussi très envie d'aller au Venezuela, d'aller voir ce qui se passe là-bas et de rencontrer les gens qui sont juste incroyables. Les Vénézuéliens, pour moi, j'en ai rencontré pas mal quand j'habitais en Colombie et ils sont juste adorables. Et le pays a l'air juste magnifique. Donc, pourquoi pas faire un petit détour par là. Donc, rien n'est encore figé, quoi, mais... Ouais. Mais on passera, si on passe par là, on t'enverra des photos. Ah, exactement. Parfait. J'allais vous dire, ça réveille plein de souvenirs. Mais je vous enverrai ça. Le nom d'un resto en particulier à Sucre, en Bolivie, qui était c'est le seul resto de ma vie où j'ai commandé 2 fois d'affilée le même plat parce que j'en revenais pas, tu vois. Et genre, pour vous dire le niveau de naïveté, c'était un lomo saltado, donc c'est du bœuf, si je dis pas de bêtises. Et donc, mais j'hallucine. Je n'ai jamais mangé de la viande comme ça, littéralement fondante. C'est une sensation. J'ai jamais mangé de la viande comme ça de ma vie. Et donc, je leur dis, mais c'est quoi? C'est de la viande. Elle vient d'où, la viande d'Argentine? Et le serveur me regarde, mais comme si j'étais vraiment le demeuré absolu, tu vois. Bah non, de là, du village. Et donc j'en ai pris un deuxième, tu vois. Mais c'est vraiment ce resto. Je vais essayer de retrouver le nom et je vous l'enverrai parce que c'était absolument incroyable. J'y suis allé 3 fois en 2 jours dans ce resto. Et le dernier jour, je savais que c'était notre dernier jour, donc j'ai pris 2 fois le même plat. Avec plaisir, ouais. Oh là là, avec plaisir pour l'adresse. Ouais. Ok, et ben franchement un immense merci à tous les deux. Je me suis régalé de voyager avec vous à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique. Profitez-en à fond. Je vous souhaite de continuer à faire des rencontres complètement folles. Et puis ce que je vous propose, c'est un ou plusieurs autres épisodes pour qu'on ait des débriefs au fur et à mesure de cette aventure complètement dingue. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Loïc pour d'avoir pris le temps de caler un petit rendez-vous. Je sais que c'était pas facile parce qu'on capte pas souvent Internet, en tout cas pas souvent suffisamment pour faire des rencontres comme ça. Donc merci beaucoup d'avoir pu prendre le temps d'échanger. C'était super sympa. Ouais, merci beaucoup Loïc pour cette opportunité, c'est cool. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. Salut, ciao.